Bon, on va parler d'un sujet épineux, hein, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit tout simplement de la loi Yadan. La loi Yadan, c'est une loi qui commence à faire couler beaucoup d'encre, encore plus depuis que le gouvernement, enfin l'Assemblée nationale, vient de refuser de traiter la pétition qui s'opposait à cette loi-là. Voilà, il y a une pétition qui a été signée par 700 000 personnes. Ils viennent de la botter en touche, donc tout le monde s'en bat les couilles au sein de l'Assemblée nationale. La loi va continuer son petit bonhomme de chemin. Et justement, on va en parler parce que cette loi est assez scandaleuse, notamment en termes de liberté d'expression. Et je pense qu'elle va commencer à amener des sujets et des considérations sur les critiques de certaines choses qui vont devenir un peu problématiques pour l'avenir. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc la loi Yadan, comme je l'ai dit, c'est une loi qui est portée par Véronique, Caroline, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai demandé du coup à Grok de me faire un petit résumé, je vais vous l'expliquer dans les grandes lignes. Mais après on va écouter quelque chose de plus intéressant, on va écouter Mathieu Bock-Côté sur CNews. Eh oui, sur CNews, qui s'oppose à la loi Yadan. La loi Yadan, c'est une loi du coup qui vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisème. Voilà, ils veulent lutter contre... En fait, il y a beaucoup d'antisèmes qui se cache derrière l'anti-sio. Ah oui, je peux pas dire les mots. Écoutez, c'est comme ça. Donc du coup, eux, ils veulent lutter contre ça. Justement, selon les auteurs, ce texte vise à renforcer la lutte contre l'antisème en France, notamment depuis l'attaque du 7 octobre, qui a entraîné une forte recrudescence des actes, justement, de ça. Il s'agit de combattre ce que la députée, donc la députée c'est Caroline Yadan, c'est une députée qui fait partie de la Macronie, et elle est députée pour les Français de l'étranger. Bon, je pense que vous imaginez dans quel coin du monde sont les Français qui sont représentés par cette députée. Eh oui, hein, c'est Kipaland, bien évidemment, tout le monde avait deviné. Donc il s'agit de combattre ce que la députée appelle des formes renouvelées ou insidieuses d'antisème, souvent liées à une haine obsessionnelle envers I et sa délégitimation ou sa criminalisation. Bref, en gros, c'est criminaliser l'antisio, voilà. Et tous les discours qui critiquent la politique de I. Et je suis désolé, hein, je peux pas dire les mots, je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est le principal. Donc, qu'est-ce qui est contenu dans ce texte? Eh bien, c'est l'élargissement de l'apologie et de la provocation au T. Voilà. C'est-à-dire que dedans, ils vont maintenant pouvoir sanctionner les provocations et les apologies explicites, mais aussi moins, même du coup, pardon, implicites. Cela inclut la banalisation, la minoration et la présentation d'actes de T comme étant, vous savez, de légitime résistance, légitime défense, etc. À côté de ça, on n'a pas le droit de critiquer justement, on n'a pas le droit d'appeler entre guillemets à ceci. Donc ça, je le comprends, hein, évidemment, l'appel à la destruction d'un État. Et de l'autre côté, l'extension du délit de négation ou de contestation de crimes contre l'humanité, blablabla. Le plus important, en fait, c'est surtout ça. C'est l'élargissement de tout ça. Et en fait, dès que l'instant que tu vas commencer à critiquer la politique de ce pays, tu rentres dans le cadre de cette loi. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra plus du tout critiquer. Hein, que ce soit de manière positive ou négative, on ne pourra plus critiquer. Donc c'est une loi qui a vu une pétition dotée de 700 000 signatures, donc en opposition à ça. Hein. Quand il y a des lois ou des choses comme ça, vous pouvez faire des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale, et si ça dépasse 500 000 signatures, ce qui est quand même très important, ce qui est quand même pas rien du tout, hein, 500 000 signatures, eh bien l'Assemblée nationale peut ouvrir un débat sur cette pétition. Et donc considérer par exemple que d'accord, ok, 700 000 personnes sont opposées, on va pas appliquer la loi. Bon, spoiler alerte, ça n'arrivera jamais. Hein. Et d'ailleurs, elle a été bottée en touche puisque il y a 30 personnes contre 21 qui ont voté pour le classement de cette pétition, donc sans suite. C'est-à-dire que maintenant, il y a 30 députés contre 21 qui supportaient cette pétition. Voilà, 30 députés qui ont voté pour classer cette pétition-là. Donc maintenant, on n'a plus le droit même de créer une nouvelle pétition et d'apporter de nouvelles signatures sur cette loi-là. Donc, ça y est, le sujet est botté en touche. Bref, donc, qu'est-ce qui se passe avec cette loi? Eh bien, c'est défendu par la Macronie, par les élites J, etc. Et tous ces gens qui sont proches de près ou de loin de ce peuple, hein, évidemment, de cette religion, qui poussent, du coup, l'instauration de cette loi-là. Ok. De l'autre côté, les gens qui sont contre, eh bien, qui sont-ils?
Eh bien tout le monde, hein. Il y a autant des gauchistes que des droitards, que même des centristes aussi qui sont opposés à ce truc-là. Mais c'est des associations de défense comme la Ligue des droits de l'homme, etc., qui sont contre, hein, qui s'opposent à cette loi-là. C'est quand même pas rien. Il y a des juristes, d'anciens magistrats anti-terreau, etc., qui sont contre également. Et il y a eu surtout plus de 700 000, donc là Grok a recensé 500 000 signatures, mais non, on est bien sur 700 000 signatures ici sur le site de F2 Souche, où on apprend que donc, son classement a été voté par 30 voix contre 21 pour classer en fait cette proposition et la mettre à la poubelle. Puisque ce qui est dénoncé par les détracteurs de cette loi, voilà, par les opposants, eh bien, c'est instrumentaliser la lutte contre l'antisème pour criminaliser la critique légitime de la politique de l'État I. Voilà. Les notions d'implicite, de banalisation ou d'appel à la destruction sont trop vagues et risquent de créer un arbitraire judiciaire. Il pourrait interdire certains slogans de manifestation. Bon, ceux-là, hein, on les comprend pourquoi ils sont interdits, parce qu'ils appellent littéralement à destruction d'un État. Bon, voilà. Et de l'autre côté, ils porteraient atteinte à la liberté d'expression ou au débat démocratique. Bref, donc ça, c'est le point majeur là-dessus, c'est ce que les gens reprochent à cette loi-là. Maintenant, on va écouter Mathieu Bock-Côté, sur CNews, je le rappelle, qui est clairement opposé à l'instauration de cette loi, et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Jette votre première édito. Alors, vous disiez à propos de cette loi Yadan que l'extrême gauche s'y oppose, mais il n'y a pas qu'elle. Je m'y oppose et je ne crois pas être d'extrême gauche. Et je vous dirai pourquoi. Et pourquoi il est possible de s'y opposer sur des bases libérales et qui n'ont rien à voir, justement, avec quelque complaisance que ce soit pour l'antisémitisme. Donc, c'est une loi, post-7 octobre, qui nous dit qu'il y a un antisémitisme nouveau qui existe aujourd'hui, des formes nouvelles. On pourrait affirmer, à tout le moins certains l'affirment, mais ils en ont payé le prix, qu'il n'est pas dissociable des changements démographiques qui frappent la France depuis 40 ans. Mais laissons ça de côté. Disons, il y a effectivement un antisémitisme, des formes nouvelles d'antisémitisme qui existent en France aujourd'hui. Il s'agit de les rendre hors la loi. De quelle manière? Avec un triple objectif. Frapper l'antisémitisme derrière ce qu'on pourrait appeler son masque antisioniste, notamment en interdisant l'appel à la destruction d'un État reconnu par la République française. Deuxième élément, empêcher les comparaisons, globalement, de la politique israélienne à celle de l'Allemagne nazie. Donc, on le comprend. Donc, l'idée, tous ceux qui parlent de génocide à Gaza, il faudrait frapper cela d'une manière ou de l'autre d'un interdit. Et plus largement, il faudrait interdire la célébration du Hamas. Alors, devant cette proposition de loi, il y a une pétition qui a déjà rassemblé plusieurs centaines de milliers de signataires, mais c'est une pétition... 700 000, on le rappelle, hein, 700 000 signatures. Pour ceux qui savent à peu près comment ça marche, les signatures sur l'Assemblée nationale, avoir 700 000 signatures, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Enfin, c'est pas rien du tout. C'est extrêmement important. Faut y aller. Quand même pour mobiliser 700 personnes pour signer quelque chose sur internet, parce qu'il faut en plus s'authentifier avec France Connect et compagnie, hein. Donc votre signature n'est pas du tout anonyme, donc il faut quand même y aller pour mobiliser 700 000 personnes à signer un truc, hein. C'est énorme. Il y a des pétitions pour la démission de Macron, pour la dissolution des LFI, pour plein de trucs qui ne dépassent même pas les 200 000 signatures en fait, donc c'est assez ridicule. Cette pétition-là a eu 700 000 signatures, c'est énorme. La loi Duplon avait eu une pétition qui s'opposait du coup à cette loi de plus de 2 millions de signatures. Je veux dire, c'est quand même énorme. Hein, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un appel, un souffle du peuple, on va dire, un souffle des gens. Donc c'est fou. Et pourtant, elle a été bottée en touche. Mais bref. Pétition trouble. C'est une pétition ambiguë qui, me semble-t-il, ne pose pas la bonne critique à faire à cette proposition de loi. Et voilà pourquoi je pense qu'on peut s'en inquiéter sans être, de quelque manière que ce soit, accusé de complaisance pour l'antisémitisme. Il y a une dérive de plusieurs décennies. On pourrait dire qu'il remonte à 1972 avec la loi Pleven, qui sont des lois qui entendent encadrer la liberté d'expression au nom de ce qu'on appelle la lutte contre la haine. Et des lois qui prétendent lutter soit contre la haine, soit contre différentes formes de falsification historique se sont multipliées avec les années, mais leurs conséquences ont dépassé largement leur objectif. Qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, avec les lois sur la haine? Eh bien, on prétendait condamner la véritable haine raciale. Dans les faits, ce sont des lois qui ont permis de verrouiller juridiquement, symboliquement, socialement, culturellement, tout le débat sur l'immigration. De la même manière, les lois qui touchaient les différentes entreprises négationnistes ont créé, dans les faits, une forme de multiplication de revendications mémorielles dans l'espace public qui viennent à terme judiciariser le débat public en matière historique et multiplier des revendications identitaires qui touchent à la mémoire.
De la même manière, dès lors qu'on est dans une culture de surveillance des propos haineux et des uns et des autres, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une logique de surveillance de tous. On quitte la culture du débat pour entrer dans la culture du procès. On guette la déclaration qui pourrait aller trop loin. On guette la déclaration qui pourrait être contraire à la loi ou à l'esprit de la loi. Et dès lors, nous nous transformons tous, ou à tout le moins certains plus que d'autres, en petits flics. Donc, le débat public consiste à transformer votre adversaire en délinquant idéologique, dès lors en délinquant tout court, et à présenter vos adversaires dans la vie publique, non pas comme des adversaires, mais comme des voyous. Ça entraîne une culture de judiciarisation de la parole publique. Donc moi, cette culture de la judiciarisation du désaccord qui remonte aux années 70 et qui n'a fait que s'amplifier, a accouché d'une culture liberticide. Et cette loi, quoi qu'on en dise, s'inscrit dans cette culture liberticide, même si telle n'est probablement pas son intention. C'est de ce point de vue un libéral d'esprit qui parle. Justement, des libéraux, comme vous les appelez, s'inquiètent d'un délit d'insinuation dans la loi. De quoi parle-t-il ? Alors, justement, dans la loi Yalland, il y a cette idée qu'il faudrait traquer non seulement l'explicite dans les propos, imaginons des déclarations qui seraient condamnées par la loi en ce moment, mais des déclarations qui implicitement, par exemple, relèveraient de la banalisation, de la glorification du terrorisme, qui implicitement relèveraient de l'appel à la haine contre Israël, contre la communauté juive. Donc, c'est à la forme, on va chercher l'implicite et l'insinuation. Mais je m'excuse, mais la volonté de traquer l'implicite et l'insinuation, on appelle ça la police des arrière-pensées. On appelle ça la police des pensées dissimulées. On appelle ça une logique qui relève de la question sous le signe de la torture, c'est-à-dire je vais vous interviewer, je vais vous interroger non pas pour ce que vous avez dit, mais pour ce que je crois que vous avez dit sans le dire pour autant. Cette logique policière qui consiste... C'est ça pour moi le plus gros danger du coup de la loi, c'est vraiment ce truc-là. C'est à traquer les âmes, à traquer les arrière-pensées, à traquer les consciences, à avoir dans votre discours, non pas un discours, mais une ruse, et à donner au droit, le droit d'aller fouiller, sonder les reins et les cœurs. Eh bien, il y a quelque chose d'inquiétant dans cette idée qu'il faudrait de codifier juridiquement la possibilité de l'insinuation. Premier élément. Deuxième élément, dans cette loi, on veut s'opposer à la banalisation outrancière des crimes contre l'humanité. On fait référence ici, bien évidemment, à ceux qui comparent ce qui se passe à Gaza avec l'Holocauste. On comprend. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Si je dis, par exemple, comme l'ont fait plusieurs historiens, qu'il nous faut comparer les crimes du communisme aux crimes nazis, si je dis qu'en matière de totalitarisme, les deux ont été sanguinaires, est-ce que faisant cela, je banalise les crimes nazis en cherchant à les analyser à la lumière des crimes du communisme? Est-ce que je peux, avec une telle proposition, être accusé de banaliser une banalisation outrancière des crimes contre l'humanité? Mais on va aller encore plus loin. Ceux qui parlent de génocide vendéen, c'est des gens qu'on connaît qui parlent de génocide vendéen. Est-ce qu'ils peuvent être accusés pour cela de banalisation outrancière de crimes contre l'humanité parce qu'ils nous disent qu'il y a un génocide là? Certains disent même que c'est le génocide inaugural de la modernité. Est-ce que ces gens-là risqueraient de se retrouver en prison avec une loi comme celle-là? Quand certains, aujourd'hui, parlent du fameux grand remplacement, on en pense qu'on veut, mais ils disent le grand remplacement, c'est une forme de génocide par substitution. On peut être en désaccord, la question n'est pas là. Ou ils nous parlent de la destruction des Européens d'Europe, comme on a parlé de la destruction des Juifs d'Europe. C'est le titre du célèbre ouvrage de Raoul Hilberg. Eh bien, est-ce que ceux qui nous disent qu'il y a un grand remplacement en Europe aujourd'hui, c'est un génocide, est-ce qu'ils risqueraient de se retrouver devant les tribunaux? Je le répète, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux. Je dis que je ne pense pas que leur place est devant les tribunaux et je ne veux pas donner le pouvoir à quiconque de les traîner devant les tribunaux. Mais je vais aller encore plus loin. On nous dit qu'il faut interdire l'apologie du terrorisme. Alors, évidemment, spontanément, vous direz, ça va de soi. Mais on va juste faire un petit cours d'histoire. L'accusation de terrorisme dans l'histoire a été lancée à plusieurs moments, justement ou injustement. Je vais vous donner des exemples. Les révolutionnaires irlandais de 1916 à 1922 étaient considérés comme des terroristes. La résistance au moment de la Deuxième Guerre mondiale était assimilée au terrorisme. La bande à Madère, vous devinez ce que j'en pense, était assimilée au terrorisme. Action directe, l'OLP, et ainsi de suite. Donc, quel est le point commun de tout ce que je viens de décrire? Rien. Il n'y a aucun point d'équivalence entre eux, sinon que ces différents mouvements, insurrections, ont été assimilés à l'échelle de l'histoire au terrorisme. Donc, la question que je me pose, c'est si je vous donne un exemple, si je fais un éloge des révolutionnaires irlandais de 1916 à 1922, si je porte un jugement nuancé sur l'action de l'IRA dans les années 60 à 90 au moment des troubles irlandais,
Est-ce que je risque, avec une telle proposition, d'être condamné pour apologie du terrorisme? Donc, derrière ce concept d'apologie du terrorisme, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que la seule question du Hamas. Et de ce point de vue, si on veut interdire la célébration du Hamas, mieux vaudrait faire une loi d'exception qui cible directement ce mouvement, ce groupe, en disant il est interdit de célébrer le Hamas ou de faire l'apologie du Hamas, plutôt que de faire de radicaliser la volonté d'interdire l'apologie du terrorisme, alors que dans les faits, ça peut faire en sorte que cette loi sera détournée inévitablement, assurément, pour faire le procès de différents mouvements dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec la question de la poussée de l'antisémitisme aujourd'hui. Donc, selon vous, cette loi ne permettra pas de combattre l'antisémitisme. Du moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il faut rappeler des choses de base. Le Hamas est une organisation terroriste. Ça va. J'espère que vous êtes toujours là dans la vidéo, que vous n'êtes pas en train de dormir, messieurs, dames. Je veux, mettez-moi, si vous êtes actuellement dans cette vidéo-là, mettez-moi « Je suis là !» Voilà, avec plein d'émojis, plein de, comment on appelle ça, plein de points d'exclamation, etc. Montrez-moi que vous êtes là et que vous n'êtes pas endormi, parce que vraiment, c'est une loi qui est quand même très importante et qui risque de faire beaucoup de dégâts sur la liberté d'expression dans les années à venir, hein, n'est-ce pas? Surtout dès son application. Bref. Donc, si vous êtes encore là, mettez-moi « Je suis là !» Et comme ça, je saurai qui sont les vrais, qui sont restés jusqu'ici, tout simplement. De soi, pour moi. Le 7 octobre était un pogrom, et un pogrom de nature génocidaire. L'existence d'Israël ne saurait être remise en question, et on ne saurait par ailleurs accuser Israël de pratiquer un génocide à Gaza. On peut critiquer très largement cette intervention, mais on ne saurait accuser Israël de pratiquer un génocide à Gaza, c'est absurde. Mais pour moi, tout ça doit s'inscrire dans le cadre d'une société libérale, où ce qui scandalise ne doit pas être interdit, où les propos qui choquent ne doivent pas être traités sur le mode du blasphème. La liberté d'expression, cher ami, consiste, selon moi, à pouvoir dire des choses atroces de notre point de vue, des propos qui scandalisent, des propos qui révoltent. Il y aura ensuite la possibilité d'y répondre vertement, vivement, avec des arguments, publiquement, dans la vie publique. Mais la vocation de la démocratie ne consiste pas à encadrer plus ou moins sévèrement le délit d'opinion. La vocation de la démocratie consiste à abolir le délit d'opinion et le délit de blasphème, quel qu'il soit. C'était très intéressant, franchement. Mathieu Bock-Côté, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses prises de parole comme ça, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste avant de finir, je vais vous montrer la vidéo justement où on les voit qui bottent en touche cette pétition de 700 000 personnes quand même, hein, c'est pas rien. Ont exprimé un vote pour le classement. 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc 30 députés ont voté pour le classement de la pétition. En gros, on s'en bat les couilles du peuple. Encore une fois, exactement comme en 2005, hein, c'est le même délire. C'est la même chose. C'est quand même assez incroyable. Bref, dans tous les cas, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez un peu comment sera appliquée cette loi Yadan et les dangers qui peuvent être derrière. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, en restant correct s'il vous plaît, hein, parce que c'est un sujet épineux. Sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Moi, encore une fois, hein, ma position sur le conflit, elle est très simple. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis français catholique de France. Point barre. C'est-à-dire que moi, les autres trucs, les autres conflits, je les traite un peu en vidéo, etc. Mais je veux dire, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc j'ai aucun avis, je m'en branle en fait, et totalement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.